je vous propose de s'interroger un peu quand on parle de la Bretagne. Oui, mais de quelle Bretagne parle-t-on? Donc, voir un petit peu quelles sont les dynamiques de ce territoire. Et puis, quelles sont les dynamiques à l'œuvre, quelles sont les dynamiques territoriales, mais surtout aussi s'interroger et poser avec vous la question. Je n'ai pas forcément les solutions non plus. S'interroger en tout cas forcément aujourd'hui sur les territoires d'intervention et de solidarité, comment les réinventer, comment ils se recomposent et comment les penser, sachant qu'on est dans une période aussi où précisément les projets de territoire ils vont être posés à l'échelle des communes, à l'échelle des intercommunalités. On rentre dans une période électorale qui va être passionnante dans la mesure où j'ai l'impression que les discours, les représentations sur l'aménagement des territoires, sur la notion de richesse, sur l'enjeu écologique, l'enjeu social, c'est quelque chose qui va être extrêmement présent. 3 temps dans cet exposé, sinon ce ne serait pas vraiment un exposé. Une première partie précisément donc, pour évoquer ces dynamiques régionales très différenciées qu'on va illustrer avec pas mal de cartes. On m'a dit vas-y, tu peux envoyer des documents. C'est un public averti, donc j'y vais, je me suis lâchée, je vous ai préparé ça. Dans un deuxième temps, on présentera aussi comment ces dynamiques régionales, elles sont aussi liées à des territoires de vie qui sont de plus en plus élargis et des territoires de vie qui sont de plus en plus interreliés. Et puis donc enfin, dans un troisième temps, on s'interrogera sur comment est-ce qu'on peut agir et recomposer ou redessiner ces solidarités territoriales pour tenir compte précisément de ces dynamiques régionales différenciées. Donc ces dynamiques régionales différenciées, elles dessinent une Bretagne assez écartelée, assez tiraillée. Alors il y a des fractures et des dynamiques et des spécificités qui sont assez anciennes. On connaît évidemment historiquement la différence Armor-Argoat, les territoires littoraux, les territoires plus terriens, ce qui va donner lieu à des formes de mise en valeur économique différenciées, bien évidemment, les villes, les campagnes. Aujourd'hui, on parle aussi de métropoles, territoires intermédiaires. Les métropoles, la France périphérique, c'est des notions qui sont très discutées aujourd'hui et qui s'illustrent aussi sur nos territoires. La Bretagne des jeunes, la Bretagne des vieux, la Bretagne des riches, la Bretagne des pauvres, la Bretagne de l'économie productive, la Bretagne de l'économie présentielle, c'est-à-dire où est-ce qu'on produit encore, où est-ce qu'on a encore une production industrielle vouée à être exportée, et puis on a aussi d'un autre côté des territoires qui vivent essentiellement des activités liées aux services et à la personne. Donc on a tout cet ensemble de problématiques qui dessinent une Bretagne assez écartelée, assez tiraillée. Alors pour commencer, pour illustrer ça, je vous propose ce petit temps, ça dure très peu de temps, vous allez voir. C'est un travail qu'avait fait l'INSEE il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui dessinait... qui dessinait l'évolution de la densité de population, vous voyez, depuis 1800. Donc un travail géographique intéressant qui met en mouvement, en fait, en animation, comment, on a presque l'impression de voir un territoire vivre, là, un cœur qui bat, entre guillemets, comment donc évoluent les densités de population à l'échelle de notre région. Et on voit comment, peu à peu, depuis donc 2 siècles, eh bien, les densités de population deviennent de plus en plus fortes sur les littoraux. Les littoraux se renforcent, tandis que l'on a des poches beaucoup moins denses qui s'élargissent dans le centre-Bretagne. Regardez la métropole rennaise, comment la densité de population s'élargit autour de ce cœur rennais, comment la Bretagne Sud aussi se dessine très, très fortement, pour arriver donc à aujourd'hui quelque chose qui ressemble à ça. Et puis si on actualise les choses, eh bien, on voit que ce mouvement de concentration, d'affirmation et de renforcement de certaines des densités de population se manifeste encore très nettement autour de la métropole rennaise, des métropoles en général. Une petite disparité, vous voyez, entre les densités
du littoral nord et du littoral sud. On a là aussi des dynamiques régionales qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur le littoral nord et sur le littoral sud breton, également dans la baie d'Audierne et puis sur la presqu'île de Crozon. Mais globalement, donc, ça dessine un territoire qui est vivant et qui est aussi très, très différencié donc, dans ces concentrations de population. Autre élément qui est intéressant, c'est évidemment la croissance de l'emploi. Alors là, j'ai voulu vous mettre une carte générale pour aussi resituer un petit peu les choses concernant le territoire national. On a aussi une différenciation en termes de création d'emplois et de croissance de l'emploi sur les territoires. Très nettement, donc, on voit l'importance de la métropole rennaise. On voit très bien dans le Grand Ouest hein, ce triangle-là, Rennes, Nantes et puis la Bretagne Sud, alors, qui s'étend, on en reparlera tout à l'heure, de la Bretagne Sud, hein, qui se dessine aujourd'hui en gros de Nantes à Quimperlé, presque à Quimper. Un centre breton où la dynamique en termes de croissance est plus faible, nettement. Et là aussi, donc, ça dessine des disparités, des dynamiques régionales assez différenciées. Autre élément pour caractériser ce territoire, hein, c'était un petit peu aussi ce que vous vouliez montrer, enfin en tout cas interroger, c'est la notion de pauvreté. Comment se situe la Bretagne aujourd'hui, là aussi, par rapport à l'ensemble national. Quand on regarde sur ce graphique de l'INSEE, quand on met ensemble donc à la fois les difficultés d'insertion et puis la pauvreté monétaire, ben on se rend compte que la Bretagne, finalement, elle s'en sort mieux que d'autres régions françaises, que d'autres départements. Donc c'est un élément aussi intéressant de mesurer, enfin en tout cas de distinguer le fait qu'en Bretagne, effectivement, il peut y avoir des salaires, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu des salaires médians pas très élevés, mais que globalement, il y a aussi une caractéristique assez forte, c'est le niveau de formation qui est globalement plus important qu'ailleurs. Et au final, ça fait malgré tout des situations, vous voyez, des situations en termes d'insertion qui sont un peu moins difficiles qu'ailleurs. Autre carte, justement, pour insister là-dessus, c'est là encore la Bretagne des riches, la Bretagne des pauvres. C'est le revenu médian donc, par commune. Et vous voyez là très nettement, là encore, comment la Bretagne est écartelée hein, et se dessine avec deux types de situations. La situation des métropoles, hein, avec Rennes, Brest, et puis ce qu'on pourrait appeler la métropole Bretagne Sud, hein, de Quimper à Vannes. Des îlots de richesse également, enfin un littoral nord hein, autour de Saint-Malo, et puis cette situation un peu plus morcelée sur le nord, mais globalement, vous voyez, une situation qui distingue très nettement les villes d'un côté, les campagnes de l'autre, et puis surtout les littoraux et l'intérieur. Sachant aussi que les inégalités les plus fortes, eh bien, on va les trouver en fait au cœur des villes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a on a un centre Bretagne qui globalement va concentrer les revenus les plus bas. Mais quand on regarde en précision les choses, on se rend compte que ce sont les aires urbaines qui vont concentrer le plus de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc il y a un double phénomène là encore hein, qui montre bien des dynamiques très particulières, c'est-à-dire que les territoires bretons, certes, on a un centre Bretagne où il peut y avoir effectivement là aussi à la fois des salaires bas liés au type d'activité, hein, agricole, agroalimentaire, mais quand il faut ajouter à cette dynamique-là aussi des poches de pauvreté dans les villes. Donc il y a un double, là encore, il y a un double phénomène, hein, et on voit bien que quand on parle par exemple de la France périphérique qui s'appauvrit, c'est vrai, mais aujourd'hui les poches de pauvreté, elles sont aussi en grande partie au cœur des villes. Donc ça pose aussi là des dynamiques sociales hein, qui sont différentes. Donc quand on regarde les choses, on se rend compte que globalement le littoral accueille plutôt des populations aisées, que l'espace périurbain, ben, il peut être
très différenciés. Hein. Les proches couronnes des villes vont correspondre à des espaces périurbains plutôt, là aussi, privilégiés, hein, plutôt avec des populations aux revenus confortables. Les franges du périurbain, plus on s'éloigne des grandes villes et plus on va avoir des populations plus modestes. Et on voit bien comment ça peut aussi évidemment nourrir tout le mouvement des Gilets jaunes, bien évidemment, puis on va en reparler tout à l'heure. Et puis il y a un autre élément aussi qui s'ajoute à ça, c'est-à-dire que ce niveau de revenus, il est bien sûr aussi à corréler avec la part entre actifs et retraités, puisque là aussi, la Bretagne a comme caractéristique d'avoir une part des pensions et retraites supérieure de 4 points au niveau national. Hein, on est à 31%, presque 32% en Bretagne contre 28% en France. Donc la part des revenus est constituée par les pensions et les retraites. Donc on a là aussi, on a une vraie dynamique qui va concerner certains territoires, particulièrement donc confrontés ou concernés plutôt par cette arrivée, enfin la présence donc de retraités du territoire ou qui arrivent sur le territoire. Donc on a des inégalités qui sont, vous voyez, à l'intérieur des villes, mais également entre les territoires urbains, urbains et ruraux, pardon, et littoraux et terrestres et continentaux. Donc si on continue cette mise en évidence un petit peu de l'écartèlement des dynamiques à l'œuvre sur le territoire breton, il y a une autre notion qu'il faut mettre en évidence, c'est la notion donc d'économie productive et d'économie résidentielle. C'est quelque chose qui est important dans la mesure où, là encore, ça permet de caractériser le type d'activité, donc le type de modèle économique présent sur les territoires. Donc, globalement, quand on parle d'économie résidentielle ou d'économie présentielle, ça concerne les activités qui sont mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant essentiellement la satisfaction des personnes qui vivent sur le territoire. Ça peut être évidemment des communes touristiques ou des communes où on va avoir plutôt donc des populations non actives. L'économie productive, les économistes y mettent davantage donc les régions, enfin les activités qui vont plutôt concerner la production de biens, soit consommés dans la zone, mais surtout consommés hors de la zone. Donc il y a une dynamique aussi économique tournée vers d'autres territoires, avec la recherche d'autres débouchés et donc une économie qui est plus aussi soumise à des logiques d'extériorisation, à des logiques de mondialisation, par exemple. Donc quand on regarde la Bretagne sur ces types de typologie, hein, vous voyez donc l'attractivité des territoires selon les types de modèles économiques. Donc on a des territoires plutôt résidentiels, donc on va avoir plutôt peu d'actifs ou des territoires touristiques, fortement résidentiels, des territoires où on va avoir, donc là, des territoires productifs, c'est ceux qui, vous voyez, sont le plus foncés. Alors la carte, les contrastes ne ressortent pas forcément, mais vous voyez très clairement en Bretagne, tout le bassin de Brest, effectivement, on connaît l'appareil productif industriel brestois. C'est une économie donc plutôt tournée vers l'extérieur. Pour les bassins lorientais et vantais, d'ailleurs, là c'est aussi relativement productif. Et puis on voit que on a des zones où pour le coup il y a une attractivité plus faible, on est dans des espaces plus présents, où l'économie présentielle est la plus forte. Et là encore, ça dessine donc des dynamiques économiques, des dynamiques d'activité tout à fait différentes. Autre carte qui illustre ce tiraillement, c'est quelque chose qui était paru, je vais passer en revue donc les 4 cartes qui étaient parues dans le travail mené par
l'étude menée par le Télégramme fin août, hein, où là, donc, vous avez cette fameuse carte, hein, la Bretagne des ménages modestes et peu actifs, où globalement, donc, la part des retraites dans le revenu global est supérieure à 40%, donc qui est au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne française, et puis les parts plus faibles, donc, et le revenu moyen, donc plus faible que la moyenne. Donc là, très nettement, vous voyez, se dessine un peu en, comment dirais-je, en transparence, hein, une Bretagne, effectivement, alors, qui peut être littorale, et on voit là notamment la baie d'Audierne, hein, le Cap Sizun là, qui apparaît, mais finalement, cette Bretagne, elle est assez peu littorale, on voit quand même quelques caractéristiques ici au nord, mais c'est essentiellement donc, la Bretagne rurale, hein, la Bretagne centrale, et puis celle qui est marquée largement aussi par l'agroalimentaire. Contraste assez saisissant donc avec la Bretagne des ménages riches mais peu actifs, où précisément donc l'économie résidentielle va être dominante, et où on va avoir donc une population de retraités largement supérieure à la moyenne française. Donc la part des revenus liés aux pensions va être forte, et le revenu moyen donc plus élevé que la moyenne. Donc vous voyez, ces tiraillements, ils sont assez éloquents, hein. Je vous donne quelques chiffres. Dans le golfe du Morbihan, hein, la part des retraites dans le revenu total dépasse les 60% pour les communes autour du golfe. On est à 71% à Arzon, à 70% à Saint-Gilles-d'Adruy. Donc la part des retraites, 71% hein, des revenus totaux de cette commune sont formés par des revenus issus des retraites. Autre carte du dossier, c'était donc la Bretagne, hein, des ménages modestes et actifs, où là on voit bien se dessiner les zones périurbaines, hein, tout autour de Rennes. Là où on est sur les zones un peu intermédiaires, justement, ces territoires intermédiaires, hein, on est à la fois un petit peu éloigné des métropoles, on est dans le territoire rural, on est un petit peu en retrait, on est dans les zones rétro-littorales, c'est-à-dire que là on va avoir aussi les personnes qui vont aller chercher des logements accessibles plus loin que la côte, puisqu'on a vu que la côte était occupée par des ménages riches. Donc on a là toute une Bretagne intermédiaire en fait, hein. On a des Bretagnes qui travaillent, beaucoup d'actifs, mais qui globalement va avoir un niveau de revenu assez faible, en tout cas inférieur à la moyenne. Donc ça dessine, hein, vous voyez, ça dessine des tensions, des lignes un peu de tension et de tiraillement sur le territoire. Et puis donc pour terminer, la quatrième carte qui était dans ce dossier, c'était donc la Bretagne des ménages riches et actifs. Là on est dans la France périurbaine, plutôt proche des centres-villes. Donc on est effectivement, quand on regarde le Sud-Bretagne, hein, on n'est pas sur les communes littorales très touristiques, mais on est juste en deçà. Donc ça dessine, là encore, hein, très concrètement, ça va dessiner des tensions très fortes sur le marché du logement et des tensions sur le marché foncier. Hein, on voit très bien comment l'influence de Rennes, hein, comment finalement ces actifs, ils travaillent en grande partie dans la métropole rennaise ou autour. On voit bien aussi autour de Brest, hein, la dynamique périurbaine. C'est assez net. Ici, vous avez un autre élément qui sert à caractériser le territoire, qu'on peut rajouter au tableau, entre guillemets, c'est la part des résidences secondaires en Bretagne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, plus c'est le plus foncé, on est à 60% de résidences secondaires. La moyenne française, c'est 12%. Donc on est sur certains territoires, hein, regardez le pays de Ré, c'est énorme. Donc là aussi, c'est un élément de tension sur le marché foncier. Alors sur une zone comme ça, comme le pays de Ré, où on a dit qu'on était aussi dans une zone active, ça va être extrêmement tendu. Sur des zones ici beaucoup moins actives,
ça va faire un résultat sur le marché foncier beaucoup moins tendu. Hein, ici, sur la pointe du Raz, là, à Cap Sizun, on a effectivement beaucoup de résidences secondaires, mais comme on est sur un espace relativement peu actif et peu dynamique, c'est pas tout à fait le même tableau. Donc là encore, un autre élément qui dessine des tensions, des lignes un peu de fracture sur le territoire. Et puis juste pour terminer sur cette mise en relief hein, des différentes dynamiques à l'œuvre, hein, vous voyez ces tiraillements du territoire breton, une carte qui a été réalisée en 2015, je crois, par l'INSEE, où là on a travaillé, enfin les chercheurs ont en fait construit un indice de tension du marché de l'habitat. C'est-à-dire que la traduction de ce qu'on vient de voir, hein, où se trouvent les riches, où se trouvent les pauvres, où se trouvent les activités productives et l'économie touristique, pour faire simple, dessine des éléments donc, de tension sur le marché du logement. Et cet indice, donc, il mouline toute une série d'indicateurs, en fait. Hein. Il y a le poids de la population communale par rapport à la population régionale. Donc, est-ce qu'on est dans une zone peuplée, pas peuplée? Le taux d'emploi au lieu de travail des personnes âgées de 15 à 64 ans, les taux de ménage dont la personne de référence a moins de 60 ans. Enfin bon, toute une série d'éléments, les taux d'allocataires du parc locatif privé, etc., etc. Et donc, quand on mouline un peu tous ces éléments-là, eh bien, on dessine, enfin l'INSEE, hein, les statisticiens dessinent cette carte qui est très intéressante parce que vous voyez qu'on voit véritablement hein, les zones sous pression où on va avoir une difficulté majeure pour se loger quand on a des revenus modestes et qu'on travaille. Et puis on voit très bien donc se dessiner cette Bretagne un peu fracturée. Hein, on voit le littoral, mais les zones périurbaines aussi. Hein, donc on a toujours cette double tension. Et on a des territoires qui cumulent, qui sont à la fois des territoires métropolitains, touristiques et littoraux. Donc c'est particulièrement vrai pour l'agglomération de Vannes, Auray, et aujourd'hui un petit peu aussi par chez nous, hein, entre Lorient et Quimperlé. Donc il y a un faisceau d'éléments là qui rend aussi, enfin qui dessine une Bretagne très tiraillée. Donc ça, c'était le premier point pour montrer qu'on est loin dans un territoire très homogène, en tout cas dans ses dynamiques économiques. Deuxième point que je voudrais développer maintenant, c'est l'idée que ces territoires, ils sont... on l'a vu avec la petite animation vidéo, c'est des territoires qui ne sont pas figés, il y a des dynamiques à l'œuvre, et que ces dynamiques, elles sont notamment à relier à ce qu'on appelle l'étalement urbain, et comment aujourd'hui cet étalement urbain, il est produit, il est dessiné par nos mobilités, nos déplacements, nos façons d'habiter le territoire, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on fait ses courses, où est-ce qu'on fait du sport, où est-ce qu'on se cultive, où est-ce qu'on se soigne, où est-ce qu'on se forme. Et aujourd'hui, on a affaire donc, à des territoires de vie qui sont de plus en plus élargis et qui sont de plus en plus aussi en interaction. Donc on va voir ces deux points successifs. Avec une spécificité bretonne, c'est vrai que l'étalement urbain, il est aujourd'hui partout en France hein, et en Europe de façon plus générale. C'est une forme, quand on parle d'étalement urbain, c'est une forme donc d'expansion de la ville. Et c'est pas seulement, il ne prend pas forcément la forme simplement de la progression de l'habitat individuel, même si effectivement les zones pavillonnaires consomment beaucoup d'espace, mais l'étalement urbain, il est aussi le résultat de logiques économiques et de logiques d'organisation de l'espace. Pensez aujourd'hui à la place prise par les plateformes logistiques, alors peut-être pas trop dans notre région, encore que autour de Rennes, mais bon, on a aujourd'hui cette fonction logistique liée à la mondialisation qui occupe aussi beaucoup d'espace. Pensez à l'espace dédié aux loisirs, la construction de grands stades par exemple, des projets plus ou moins
aberrants qui parfois, heureusement, sont abandonnés, hein, comme Europa City dans la région parisienne, abandonné il y a quelques semaines, en tout cas en partie. Et donc on a des processus à l'œuvre. Hein, cet étalement urbain, il est effectivement constitué par le phénomène, hein, d'étalement résidentiel, et notamment est construit par la volonté d'accéder à la propriété. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer, hein, parce qu'on pourrait très bien accéder à la propriété sous une autre forme que la maison individuelle. Donc il y a cette aspiration à la maison individuelle, et vous savez que la Bretagne est championne de France en la matière, puisque 72% des logements bretons prennent cette forme. C'est la première région en France. Donc il y a aussi un mode d'habiter, il y a une façon d'habiter le territoire qui est aussi assez propre, hein, à notre région, et qui nourrit en quelque sorte aussi cet étalement urbain. Alors là encore, quelques petites cartes pour illustrer cela. Là encore, à l'échelle de la France. Ces cartes, elles sont assez extraordinaires. Alors je vous donne un peu le temps pour bien les regarder, mais elles témoignent vraiment de la transformation de notre pays, quoi. La transformation dans la façon d'habiter le territoire français et de le vivre. Parce que vous voyez que ce qui est indiqué ici, en gros, vous avez un ratio, hein, qui est là posé. Hein. Vous avez, quand c'est très rouge, c'est que vous êtes dans des communes où vous avez 175 actifs résidents, donc des actifs qui résident dans la commune, mais qui ne travaillent pas dans la commune, qui travaillent ailleurs. Donc 175 actifs pour 100 emplois plutôt, excusez-moi. 175 actifs, donc il y a plus d'actifs que d'emplois dans la commune. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui habitent une commune, mais qui travaillent ailleurs. Donc quand on est dans le gris, c'est qu'en gros, on a autant d'actifs occupés que d'actifs dans la commune. Ça ne veut pas dire forcément que tous les gens actifs, ils travaillent dans la commune, mais vous voyez que ça dessine une France où on a globalement une espèce d'équivalence, en tout cas, entre le nombre d'emplois et le nombre d'actifs occupés par commune. Et puis, vous voyez qu'entre 75 et 99, la France, elle s'est complètement transformée. On a un étalement, c'est-à-dire que globalement, ça veut dire que les gens n'habitent plus dans la commune où ils travaillent. Et que majoritairement, les gens n'habitent plus dans la commune où ils travaillent. Et vous voyez qu'en 2012, le phénomène, il est encore plus accentué. Alors ça ne dit pas où ils travaillent, ça ne dit pas que les aires, qu'il y a correspondance entre le rouge et puis le centre urbain qui semble en dépendre. Il y a quand même de grandes chances pour que ce soit le cas. Mais ça dessine en tout cas cette espèce de dissociation entre le territoire de ville, le territoire où on habite, et le territoire où on travaille. Et le territoire aussi, un des territoires sociaux. Alors quand on resserre sur la Bretagne, et puis, oui, juste pour compléter cette carte, en 1960, hein, un actif parcourait en moyenne 3 km par jour pour travailler. En 2000, c'est passé à 40 km. Avec une explosion très nette, une évolution très nette, hein, dans les années 70. C'est-à-dire que vraiment, la périurbanisation en France, hein, on la voit apparaître, hein, dans les statistiques dans la période intercensitaire 75-82. C'est vraiment à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, qu'il y a un décollage très fort et qu'on a cet étalement urbain là, qui commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, vous avez seulement un actif sur 4 qui travaille dans la commune, dans sa commune de résidence. 1 sur 4. D'où cette carte, effectivement, où on comprend bien qu'il y a donc une dissociation, hein, très forte et un étalement, un élargissement des bassins de référence, des bassins de vie des populations. Alors sur la Bretagne, 2 cartes qui peuvent en partie illustrer ça, c'est effectivement l'importance aussi donc, des dessertes et qui structurent le territoire. On est quand même aussi donc, sur notamment la première carte, hein, sur les trafics, le nombre de véhicules par jour sur les routes nationales bretonnes. C'est pas très compliqué de voir comment s'est intensifié le trafic
entre Lorient et Quimperlé, hein, entre Vannes et Lorient. Enfin, c'est quelque chose... Moi, mes collègues qui arrivent de Vannes chaque matin, bah, ils arrivent de plus souvent en retard. Enfin, en tout cas, ils sont de plus en plus obligés de partir tôt quand ils habitent, par exemple, dans le Pays d'Auray pour venir travailler à Lorient. C'est aujourd'hui systématiquement, quasiment tous les matins, quand même un trafic extrêmement dense et donc souvent quelques retards. Quand on regarde sur la deuxième carte, la carte de droite, là, c'est une carte de flux où on a là, pour le coup, hein, des flux entre les villes bretonnes, et notamment les flux là pour domicile-études, parce que c'est aussi une autre mobilité qui structure le territoire. Ben, on voit aussi très nettement qu'on est sur un territoire vivant, hein, sur un territoire sur lequel hein, se déroule toute une série d'échanges, de déplacements, de mobilité qui dessinent donc ces territoires de vie. Là aussi, quelques éléments qui vont être importants en termes de dynamique sociale, c'est la notion donc de la répartition ce qu'on appelle les navetteurs. Les navetteurs, c'est donc le focus là, il est fait sur véritablement donc les personnes, les navettes domicile-travail. Donc c'est simplement un type de déplacement. Déjà, ça concerne que les actifs. Donc ça veut dire que là, vous n'avez pas les retraités, par exemple. Et puis, ça concerne qu'un type de déplacement, pour motivation, c'est le travail. Ça ne concerne pas tous les autres déplacements. Mais, parce que ça veut dire aussi que dans les zones rurales, par rapport notamment aux services publics et aux kilomètres qu'on peut être obligé de faire pour accéder à certains services, ça peut aussi rallonger et augmenter ces bassins de vie. Donc regardez un petit peu les répartitions de navetteurs bretons selon la distance parcourue. On est entre 99 et 2013. Pas très très bien. Selon donc les distances, moins de 10 km, 10 à 20, 20 à 30. Moins de 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 50, 50 à 100 et 100 et plus. Donc vous voyez assez nettement, hein, en 1999, là, les moins de 10 étaient plutôt dominants, ils sont un petit peu moins aujourd'hui, et puis on voit que les grandes distances ont plutôt tendance à augmenter. Répartition des navetteurs selon la durée de trajet, donc là cette fois-ci on n'est plus en kilomètres, mais on est en minutes, parce que c'est aussi un élément qui est assez intéressant, c'est que globalement, le temps de déplacement, quand on fait la moyenne, le temps de déplacement est resté à peu près le même, sauf qu'on s'éloigne beaucoup plus. C'est-à-dire que le trajet moyen, hein, pour se rendre à son travail est plus élevé. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, qui est-ce qui fait les trajets les plus longs ? Et qui est-ce qui est devenu navetteur, c'est-à-dire n'habite plus dans sa commune de résidence, travaille dans une autre commune que sa commune de résidence, on a aussi notamment beaucoup d'ouvriers. Les professions intermédiaires, les cadres aussi, mais on a une proportion assez élevée. Donc on comprend bien que quand on allonge les distances pour des populations qui ont des revenus plutôt modestes, eh bien, quand on va augmenter le prix de l'essence, c'est évidemment un élément de tension sociale majeur. Ce qui est intéressant dans cette étude aussi sur le navettage, c'est que 9 déplacements sur 10 se font en voiture. C'est-à-dire que le mode de transport des navetteurs, donc simplement les actifs, c'est 9 fois sur 10 en voiture en Bretagne. Donc là encore, des questions importantes en termes de dépendance automobile, de dépendance du budget carburant. Et on comprend assez bien que ça va être une variable extrêmement sensible. Et là, on ne parle que des déplacements travail. Donc ça veut dire que la mobilité, c'est aussi d'autres types de déplacements. Alors, il y a aussi une autre dimension dont on peut dire 2 mots. C'est l'effet TGV.
enfin LGV plutôt. C'est-à-dire qu'aussi, on assiste à un territoire où, d'une certaine façon, on observe un raccourcissement de l'espace-temps. Quand on gagne quelques dizaines de minutes pour relier une ville bretonne à Paris, hein, aujourd'hui Rennes, c'est combien, 1h25, quelque chose comme ça. Ça veut dire que là aussi, le rapport au territoire breton par rapport au reste du territoire français a changé. Et je regardais en préparant cette conférence, sur Rennes, il y a un effet, visiblement, il y a un effet sur le marché immobilier, hein, depuis donc 2017, 2018. On va aussi avoir des marchés immobiliers, des marchés de l'habitat qui peuvent être plus tendus parce que le rapport au territoire va changer. Ça devient peut-être plus intéressant. Ça peut être intéressant d'habiter Rennes et de travailler sur Paris pour certaines populations. Mais ça veut dire aussi arriver plus facilement en Bretagne pour les touristes, pour un tourisme de saisonnier ou de court séjour. Ça veut dire potentiellement rendre aussi le territoire, lui donner une autre attractivité et donc renforcer peut-être aussi l'attractivité de certains littoraux notamment. Mais ça peut peut-être aussi redéfinir l'attractivité d'autres régions. Centre. Donc c'est vrai qu'il y a l'enjeu pour les territoires bretons d'avoir cette connexion, sauf qu'on se posera la question tout à l'heure si la LGV, elle ne s'est pas faite non plus au détriment du TER. C'est-à-dire que est-ce que c'est intéressant de relier effectivement le territoire régional au reste du monde, on a envie de dire, mais c'est tout aussi intéressant de le mailler et de faire en sorte que ce soit aussi efficace en train de faire... et aussi rapide de faire Saint-Brieuc-Vannes que d'aller vers Paris. Alors la caractéristique de tout ça, c'est que effectivement les réseaux urbains, enfin les bassins de vie, se sont très très étalés. Ça c'est aussi une carte qu'avait produite l'INSEE sur justement comment ces navettes domicile-travail, pour revenir à elles, dessinaient donc des aires, des aires urbaines assez étendues. Et au final, il reste, entre guillemets, des territoires intermédiaires qui sont à côté, d'une certaine façon, de ces grandes aires métropolitaines. Donc là aussi, un effet assez saisissant sur cette carte d'écartèlement, de tiraillement. Alors c'est aussi un élément sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, c'est aussi une des caractéristiques de la Bretagne, c'est d'avoir un maillage urbain très diversifié, où on a à la fois donc des grandes villes et puis des villes moyennes, des petites et moyennes villes qui dessinent aussi, qui peuvent être aussi des appuis pour des solidarités territoriales, des solidarités locales très fortes. On a cette spécificité sur laquelle aussi il faudra revenir. C'est intéressant et c'est important d'avoir cette espèce de complémentarité entre ville et campagne, et ce sera important pour notamment tous ces territoires du centre-Bretagne. C'est ce fameux polycentrisme de la Bretagne qui est souvent montré comme une spécificité régionale intéressante pour justement aussi appuyer, diversifier économiquement le territoire. On pourra revenir peut-être dans le débat justement sur le débat entre les villes moyennes et les métropoles. On a aujourd'hui un petit peu un infléchissement de discours en la matière. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à quelques années, on ne voyait que par les métropoles et le renforcement des grandes villes. Aujourd'hui, on a tout un discours qui tend à privilégier la petite ville, la ville moyenne. Donc il y a un certain infléchissement là dans le discours qui est aussi intéressante dans la façon de repenser et de recomposer les territoires. Autre illustration là aussi, c'est juste pour illustrer la dynamique, comment un territoire est vivant et construit par ces échanges. Là, on n'est plus donc dans les domiciles-travail, dans les navettes domicile-travail ou la mobilité. Là, on est dans les échanges économiques, en fait, entre
les, les mobilités qui sont liées à l'activité économique entre donc, les lieux de siège des établissements, des entreprises, et puis donc leur filière, hein, les entreprises qui en dépendent, les établissements qui en dépendent, pardon. Et donc, vous voyez, là aussi, ça dessine un chassé-croisé, une structuration du territoire qui montre bien comment il y a une interdépendance, hein, il y a une interrelation très forte entre tous les territoires bretons et extérieurs à la Bretagne. Donc, avec le rayonnement très net hein, de Brest et Quimper, mais regardez aussi la dynamique autour de Rennes. Et donc, ces échanges hein, entre établissements. Autre point pour terminer cet aspect-là, un petit focus sur le pays de l'Orient, le nouveau pays de l'Orient, qui englobe maintenant la communauté d'agglomération de Quimperlé. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une étude à laquelle je vous renvoie si vous trouvez facilement sur Internet. C'est une étude qui a été menée par Audelor l'année dernière, enfin non, au printemps dernier, et qui s'intéresse justement à l'échelle du nouveau pays de l'Orient. Donc, le nouveau pays de l'Orient, c'est cette architecture-là. Hein. Alors, vous avez certainement entendu parler de ça. Mais le nouveau pays de l'Orient, ce n'est pas une nouvelle échelle intercommunale institutionnalisée. Hein. En fait, c'est le regroupement des deux conseils de développement du pays de l'Orient et du pays de Quimperlé. Et c'est aussi la volonté donc, de la communauté d'agglomération de Quimperlé de rejoindre Audelor, hein, d'adhérer à Audelor et donc de signifier aussi que finalement leur terrain, le bassin de vie de référence pour ce territoire, il est plutôt tourné vers l'Orient. Alors, dans cette étude intéressante sur les navetteurs du nouveau pays de l'Orient, donc je le répète, les navetteurs, c'est ces actifs qui travaillent hors de leur commune de résidence. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que là, vous avez toutes les principales zones d'emploi bretonnes, et vous avez la part donc, des actifs dans ces zones d'emploi, qui sont navetteurs, qui travaillent hors de leur commune de résidence. Et là, en l'occurrence, qui sortent de leur zone d'emploi pour travailler. L'Orient, c'est assez faible, c'est 20%. Ce qui veut dire que globalement, tout le reste, tous les autres actifs, 80% en gros des actifs, travaillent dans leur zone d'emploi. Une zone d'emploi qui correspond à peu près aux frontières, entre guillemets, du nouveau pays de l'Orient, sachant que la zone d'emploi, elle s'élargit un tout petit peu vers le nord, jusqu'au Fawet. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même que c'est intéressant de constater qu'on a là, possiblement, la structuration d'un territoire qui est relativement adapté, ou en tout cas qui correspond assez bien aux mobilités du territoire. Ces mobilités sur le territoire, hein, vous les avez ici, c'est dans cette étude donc, réalisée par Audelor sur ce périmètre. La moyenne bretonne, c'est 64% hein, de navetteurs, donc 64% des actifs qui ne travaillent pas dans leur commune de résidence. C'est un petit peu plus, vous voyez, pour le nouveau pays de l'Orient. Et puis ici, ont été cartographiés les principaux flux, c'est-à-dire ceux qui font plus de 300 actifs en 2015. Donc on a seulement, entre guillemets, cartographié les flux d'une commune vers une autre qui avaient des effectifs donc, de plus de 300 personnes. Donc vous voyez assez nettement, bon évidemment les pôles d'emploi on les voit assez bien, hein, Quimperlé draine des actifs, et puis vous avez tout ce chassé-croisé là et cette structuration, notamment donc, autour des pôles économiques, hein, des pôles urbains, des pôles d'emploi que sont Lanester, Lorient, Carlignac, etc. Donc ça dessine là aussi, vous voyez, des interrelations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut penser, quand on sait en plus
Et le nouveau Pays de Lorient ne fait pas exception. Je vous ai dit tout à l'heure, 9 déplacements sur 10 pour, pour les navetteurs se font en voiture. C'est la même chose ici, hein, c'est 92%. Donc 92% de ces déplacements-là, c'est de la bagnole. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir se poser la question de l'échelle à laquelle on fait des politiques de la mobilité. Vous savez que la mobilité, c'est une compétence intercommunale. Il y a des aires on a des intercommunalités, pardon, les comités d'agglomération sont des autorités organisatrices de la mobilité. Mais quand on a des phénomènes comme ça, il faut peut-être se poser la question de dire est-ce qu'il n'y a pas intérêt à coordonner les politiques de mobilité au-delà simplement des agglomérations, hein, et de penser peut-être des choses un peu plus novatrices. Donc ça, ce sera aussi une interrogation qu'on pourra avoir en termes dans le débat sur quel territoire pour construire donc, ces nouvelles solidarités. Toujours ce focus sur le nouveau Pays de Lorient, hein, toujours dans cette même enquête. Hein, là encore, cette carte, elle est intéressante, et notamment, vous voyez, pour le pays de Quimperlé, enfin pour l'agglomération de Quimperlé, pardon. Là, c'est les flux entre les EPCI. Les EPCI, donc c'est les établissements publics de coopération intercommunale. Donc en gros, on a là le nombre de navetteurs, enfin la part de navetteurs qui travaillent en dehors de son intercommunalité de référence. Et c'est très net pour Quimperlé, où on a des actifs qui ne travaillent pas du tout sur la communauté d'agglomération de Quimperlé. Et dans l'étude qui a été faite, Audelor montrait très bien qu'il y a beaucoup de ménages. Alors parfois, il y a aussi une localisation qui se fait parce qu'il y a un des conjoints qui travaille plutôt vers Quimper, l'autre vers Lorient. Mais on a des communes, là, sur votre territoire. C'est le cas pour Clohars-Carnouët, hein, mais c'est le cas aussi pour Riec, pour Arzano, où on a quand même plus de 30% des actifs qui travaillent en dehors de la communauté d'agglomération de Quimperlé. Donc là aussi, ça renforce l'idée que je viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire il faut se poser les questions à quelle échelle on met en place des politiques de la mobilité. Et comment on travaille cette interaction, cette nécessaire interaction des politiques entre les différents territoires institutionnels. Alors ici, c'est un petit peu cette anomalie lorientaise, entre guillemets, elle s'explique facilement. C'est qu'en fait, ici, vous avez la communauté de communes de Blavet, Bellevue-Océan, qui est, pardonnez-moi de le dire, il y a peut-être des gens qui est un petit peu une anomalie encore. C'est-à-dire que cette communauté de communes, elle aurait toute sa place dans l'agglomération de Lorient. Donc effectivement, vous avez des gens de Carvignac qui travaillent sur Lorient, et c'est pas la même intercommunalité. Pardon ? Alors que c'est à côté. C'est à côté, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de transport collectif. Et puis encore, c'est encore plus net, c'est-à-dire que sur Carvignac, vous avez par exemple Cité Marine, grosse entreprise de transformation et de préparation de poissons, de transformation de produits alimentaires. Qui est-ce qui travaille à Carvignac ? C'est des ouvriers qui habitent où ? À la Nester. Mais pour faire la Nester Carvignac, vous avez que la voiture. Vous n'avez pas d'autre solution. Covoiturage, tout ça, on pourra en reparler évidemment. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a aussi ces anomalies en termes de construction politique et institutionnelle du territoire. C'est à quelles échelles on fabrique des politiques, notamment la mobilité. Je prends cet exemple parce que la mobilité, c'est aussi ce qui construit, ce qui dessine nos territoires de vie. Et que la mobilité, c'est aussi un facteur extrêmement discriminant. Comment on est mobile? Est-ce qu'on est mobile d'abord? Est-ce qu'on peut être mobile? Quel type de déplacement on réalise? Et quel mode de transport on utilise? Donc c'est un facteur aujourd'hui extrêmement discriminant socialement. Juste pour terminer donc, sur ce focus, sur les navetteurs dans le Pays de Lorient, là aussi, vous voyez le nombre de navetteurs et d'actifs stables, donc c'est-à-dire ceux qui travaillent dans leur commune,
de résidence, bah, vous voyez que les choses se sont complètement accentuées en simplement 6 ans. Non, pardon, 15 ans. Entre 1999 et 2015, vous voyez le bond, hein, la proportion de navetteurs, elle est considérable. Et c'est vrai partout en Bretagne. Hein, et je vous disais, la particularité de Lorient, finalement, c'est qu'on est encore dans des déplacements à l'intérieur de zones d'emploi. C'est un peu moins vrai quand on va vers le pays de Fougères, par exemple, ou de Saint-Malo. Donc on est sur des territoires mouvants, on est sur des territoires sur lesquels les dynamiques sociales, démographiques, eh bien, elles sont très, très interreliées. Et notamment, c'est le cas à travers ces politiques de la mobilité. Troisième temps donc, de cet exposé, on pourra revenir sur certaines cartes si vous le souhaitez et sur certains éléments, c'est se poser la question de l'adaptation, en tout cas de l'invention ou de la recomposition de territoires, d'actions. Quels espaces de vie, quels espaces politiques, quels espaces de solidarité, puisqu'on est sur une Bretagne écartelée, sur des dynamiques de territoires qui à la fois structurent et discriminent hein, certaines populations, en tout cas certains phénomènes de localisation de l'activité et des populations. Donc on est aujourd'hui dans une situation où la carte intercommunale s'est transformée, a changé. Hein. On a la création des métropoles, hein, la reconnaissance du statut de métropole avec la loi MAPTAN de 2010. On a la loi NOTRe qui a redessiner aussi la carte intercommunale, hein, avec aujourd'hui des communautés de communes qui ne peuvent pas faire moins de 15 000 habitants, sauf dans certaines zones, notamment les zones de montagne, et très faiblement peuplées, ce qui n'est pas notre cas en Bretagne. Les communautés d'agglomération qui deviennent là aussi des intercommunalités vraiment structurantes, mais on a aussi d'autres périmètres, hein, les pays. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les échelons qui sont le plus mis en avant. On interroge même la possibilité, j'ai vu passer ça, hein, on s'interroge sur la possibilité de supprimer les conseils de développement des pays, même si les pays sont toujours un échelon de négociation hein, dans le cadre avec la région, dans le cadre des contrats de plan État-région. Donc c'est effectivement des constructions intercommunales qui sont pas encore achevé. Hein. Je vous parlais à l'instant de, à mon sens, l'anomalie de la communauté de communes Bellevue-Blavet-Friand. On se demande jusqu'à quand le préfet du Morbihan jusqu'à quand il va en quelque sorte valider cela, mais je pense que... Alors c'est vrai, c'est une communauté de communes qui peut subsister, hein, elle fait plus de 15 000 habitants, mais globalement, d'un point de vue de cohérence territoriale, on comprendrait aussi qu'elle rejoigne l'agglomération de Lorient. Mais il y a aussi, alors le PNR, les parcs naturels régionaux, bon, on a celui du golfe du Morbihan, on a celui d'Armorique un peu plus loin, qui sont aussi des espaces de projet, des espaces, des territoires, hein, des territoires d'action. Mais si j'en reviens aux EPCI, hein, l'intercommunalité, comité de communes, métropole, comité d'agglomération, il y a évidemment l'enjeu démocratique, c'est-à-dire comment ces espaces-là, on en fait l'expérience tous les jours. Alors, moi, dans mon métier, c'est vrai que je vois à peu près à quoi ça correspond, une comité d'agglomération, une comité de communes, je comprends à peu près les compétences qu'elles ont, mais des fois, je ne suis pas sûre que tous les habitants des territoires sachent bien déjà quel est le périmètre de l'agglomération dans laquelle ils sont, quelles sont les compétences de cet échelon qui, vous le savez bien, est élu de façon très indirecte, hein, puisqu'on n'élit pas directement l'exécutif de ces intercommunalités, et qu'il y a un vrai problème démocratique qui pose question justement dans la capacité aussi des citoyens à identifier, hein, à comprendre véritablement cette échelle d'organisation qui est fondamentale dans l'organisation du quotidien. Donc aujourd'hui, hein, la carte des EPCI en Bretagne, c'est ça.
Donc avec voilà, une moyenne de 57 000 habitants par PCI, ce qui est pas mal, parce qu'il y a des régions, c'est beaucoup moins que ça. Donc on a une carte relativement cohérente. Hein, je ne fais pas ma fixette sur Bellevue, Blavet, Bellevue Océan, mais voilà. Mais globalement, on a eu ce rétrécissement donc, de cette carte, avec des regroupements qui se sont faits. Autre idée qui est, à mon avis, importante à développer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de réfléchir à la capacité qu'on a, en quelque sorte, de dépasser certains cloisonnements aussi, qui sont à la fois politiques, mais aussi culturels. C'est-à-dire qu'on est, je m'explique, on est dans une... Culturellement, je trouve qu'on a une façon de lire l'espace et de voir l'espace français en parlant souvent, vous savez, du millefeuille administratif. Donc on a cette image un peu pâtissière là, du millefeuille. Hein, on entasse, on empile les couches, mais on ne pense pas tellement vraiment les interactions qu'il peut y avoir entre les échelles de territoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la commune, elle est toujours là. On a des communes, on a des communautés de communes, on a des communautés d'agglomération, on a des conseils départementaux, de la région, etc. Mais c'est pas finalement... Enfin, c'est un empilement et c'est pas un empilement. C'est-à-dire que c'est aussi comment est-ce qu'on est capable de penser l'imbrication de ces échelons de vie et de ces échelons de décision. À mon sens, par exemple, la commune, elle a aujourd'hui bien évidemment toujours sa place et peut-être aujourd'hui particulièrement comme échelon justement d'appropriation des enjeux écologiques, d'appropriation des enjeux sociaux. Parce que comme je le disais à l'instant, mais on pourra en discuter, vous me direz ce que vous en pensez, mais l'échelle intercommunale, c'est... Alors peut-être sur certains territoires ça l'est, mais sur beaucoup de territoires ce n'est pas une échelle appropriée par les citoyens comme une échelle de mobilisation, d'implication. Ce qu'est encore, à mon sens, la commune. Et on va le voir, je pense, dans l'animation qu'il va y avoir au moment des élections municipales. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, la commune, sur le papier, aujourd'hui, elle a moins de compétences, institutionnellement. Mais est-ce qu'elle n'est pas une réalité territoriale qui mobilise, qui implique une échelle de proximité, qui a cette capacité aussi donc à produire, à inventer des solutions sur les territoires. Donc essayer aussi de... En tout cas, c'est une réflexion. Hein, là encore, je le répète, j'ai pas les solutions, mais c'est peut-être aussi un enjeu de changer notre mode de représentation. Un peu, je le répète, une vision un peu sédimentaire du territoire. La commune, la communauté de communes, le canton, le machin, le truc. Cassons un peu ça en pensant plutôt interaction. La commune, elle est aussi en lien direct avec des enjeux globaux, des enjeux nationaux, des enjeux qui dépassent les territoires. Autre élément donc de réflexion. Et puis donc c'est cette nécessité de revoir les logiques d'élaboration et d'application des politiques d'aménagement pour les mettre plus en cohérence précisément avec les bassins de vie, les échelles de vie que l'on a montré précédemment. Or aujourd'hui il y a assez nettement, et l'exemple des mobilités en est un bon exemple, il y a une espèce d'inadéquation pour penser certains enjeux, inadéquation avec les échelles de compétences qui sont celles donc des métropoles, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes. Donc est-ce qu'on est capable d'inventer, d'innover, alors d'un point de vue institutionnel? Alors ça l'est par exemple, hein, on est sur un territoire où effectivement on a des élus lorientais, des élus quimperlois qui se parlent, qui échangent, hein, notamment qui essayent de faire progresser cette question de la mobilité. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Pas forcément. C'est-à-dire que là aussi, hein, il ne s'agit pas de vanter, de dire pour que ce soit plus performant, il faut un grand pays de Quimper-Allé ou de Lorient avec une représentation politique qui soit en mesure
ou en tout cas un appareil institutionnel qui soit en mesure d'appliquer ces politiques-là. C'est pas forcément donc simplifier la carte, c'est peut-être penser autrement aussi et inventer des modes de relation entre les territoires. C'est la notion donc notamment d'interterritorialité qui ces dernières années là aussi s'est pas mal développée. Être capable de penser donc les territoires entre eux et pas simplement penser cette espèce de superposition un petit peu artificielle au bout du compte de ce fameux millefeuille administratif. Donc l'interterritorialité, elle est nécessaire pour les politiques de la mobilité, ça c'est évident, mais pour les politiques aussi du logement, puisqu'on l'a vu, hein, on a des zones en tension, notamment sur les littoraux, autour des grandes villes, sur le marché foncier, sur le marché de l'habitat. Là encore, comment est-ce qu'on est capable de construire des politiques qui dépassent simplement les frontières institutionnelles ou les frontières politiques. Ça veut dire qu'il faut, voilà, faut changer les modes de pensée du territoire, mais il faut aussi changer les façons de... Et ça, je pense notamment à la fois aux élus, mais aussi aux techniciens qui travaillent dans les agglomérations et dans les collectivités locales. Il faut changer leur façon de travailler, de coopérer. On sait notamment, enfin, pour ce qui est de Lorient-Quimperlé, j'avais interviewé les élus là-dessus. C'est vrai qu'il y a régulièrement, a priori, des rencontres, des choses qui se disent, de la volonté de mettre en cohérence un peu certaines politiques. C'est pas forcément toujours le cas, il n'est pas forcément toujours facile. Et puis donc l'enjeu, c'est ça, c'est de dire quelles sont les échelles auxquelles on va pouvoir penser la transition écologique, les enjeux sociaux, hein, l'urgence sociale. Est-ce que c'est à l'échelle de la commune, je le répète, est-ce que c'est à l'échelle de la communauté de communes? Il n'y a pas véritablement de règles, et en tout cas, il faut réussir à penser les territoires, je le disais tout à l'heure, les territoires en réseau. Et là, je vous renvoie, là encore, c'est une carte que je tire d'un travail de Nicole Catan, qui est une économiste, et qui, pour la Datar, il y a quelques années, a essayé de changer un peu les représentations qu'on a du système urbain français, en montrant qu'il faut peut-être, et c'est dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'évolution du discours sur les métropoles. Ces dernières années, on nous a dit point de salut hors métropole. Hein, il faut renforcer les grandes villes, c'est là que la richesse se produit, et puis il va y avoir un effet de ruissellement qui va faire que tous les territoires autour vont en profiter. Aujourd'hui, ce schéma-là, il est battu en brèche d'une certaine façon, parce qu'on montre très clairement que la richesse, elle n'est pas forcément que dans les métropoles, loin s'en faut, et qu'il y a peut-être une autre façon de penser le territoire, mais de le penser en complémentarité, le penser en réseau. Et là, sur cette étude qu'elle a menée, alors là aussi, c'est la combinaison de toute une série d'indicateurs, les échanges, par exemple, les flux domicile-travail, mais les flux aussi d'étudiants, les échanges entre les établissements économiques, etc. Donc, on mouline toute une série de données, et puis on construit cette intensité des liens, cette échelle d'intensité des liens entre les villes. Et là, on voit bien que sur ce qui nous intéresse en Bretagne, il y a évidemment le maillage qui se fait autour de Rennes, c'est évident, Brest, mais il y a d'autres diagonales, il y a d'autres échanges, mais par contre, il y a effectivement un vide assez conséquent ici. Et pourtant, donc, il y a aussi un changement de représentation. Hein, les villes, elles ne sont pas forcément en concurrence, elles sont aussi complémentaires. Et comment est-ce qu'on pense, là encore, une politique de complémentarité entre les territoires? En sachant, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, la typologie des villes bretonnes, c'est cette caractéristique d'avoir un maillage très, très diversifié, très conséquent sur le territoire, entre donc en gros 2 grandes villes, et puis des villes moyennes, et puis des villes petites, qui dessinent, qui maillent, hein, qui structurent le territoire. Et qui peuvent, et qui sont déjà, hein, mais qui doivent être des ancrages aussi pour organiser la solidarité, la complémentarité entre les territoires. La complémentarité ville-campagne, créer des espaces là aussi de solidarité et d'organisation des politiques.
Alors justement, là aussi, pour avancer et puis peut-être pour ouvrir un peu le débat, un petit focus sur un territoire, sur l'invention de certains territoires, ou en tout cas leur énonciation, oui, ça se dit ça. C'est le territoire sur lequel on est, c'est la Bretagne Sud. La Bretagne Sud, qu'est-ce que c'est? C'est pas un territoire institutionnel, hein. Il n'y a pas des compétences attitrées, c'est pas un territoire politique au sens institutionnel du terme. Et pour autant, vous avez là toute une série de petits logos qui font état de la Bretagne Sud. Et là, je fais référence à une recherche qu'on a menée avec des collègues de l'UBS il y a quelques années sur justement qu'est-ce que c'est que ce territoire de Bretagne Sud, pourquoi est-ce qu'il y a toute une série d'entreprises et d'acteurs économiques qui s'en revendiquent, des associations, des établissements publics ou privés. J'aurais pu mettre le logo de l'UBS, je ne l'ai même pas mis. Donc se dire qu'il y a aussi des territoires qui existent sans être institutionnalisés et qui peuvent être aussi des territoires projets d'une certaine façon. Et là encore, je vais citer mes petits amis d'Audelor qui ont réalisé il y a quelques années un atlas de la Bretagne Sud dans une démarche qui voulait, sur la commande en fait des maires de Lorient, Vannes et Quimper, les trois agences, en fait, il n'y avait pas qu'Audelor, il y avait aussi l'agence de Quimper et celle de Vannes, l'agence d'urbanisme et de développement économique, qui ont travaillé sur l'idée de dire comment est-ce qu'on peut mettre en évidence ce que représente ce territoire. Et avec, vous voyez, là c'est un extrait de l'atlas qui est produit, qui est accessible en ligne, hein, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est de dire, là on a un territoire où les interactions sont fortes, hein, on a vu tout à l'heure des cartes de mobilité, d'un territoire qui est énoncé par toute une série d'acteurs, et qui représente, au final, vous voyez, 29% des Bretons, poids équivalent à la zone de Nantes, supérieur à la zone de Rennes, etc. Donc il y a cette idée de dire, là encore, changeons nos représentations, hein, la façon de lire les espaces. On a là une réalité, effectivement, quand on regarde le long de la RN 165, on a une réalité assez manifeste. Là, on s'était amusé à recenser toutes les entreprises, les organismes publics et les associations qui utilisaient le terme Bretagne Sud dans leur dénomination. Alors, je vous en ai montré quelques logos, mais quand on faisait vraiment un recensement minutieux, ce qu'on a fait donc avec les collègues de l'UBS, eh bien, on avait identifié près de 200 organismes, associations, entreprises, qui énonçaient donc Bretagne Sud dans leur appellation. Et on voit très bien que ils étaient localisés. Vous voyez que la RN est un axe structurant de notre territoire, que dès qu'on s'en éloigne dans la zone plutôt nord, on a moins d'acteurs qui se revendiquent de Bretagne Sud. Et puis on avait fait une petite enquête aussi intéressante. On avait envoyé à tous les maires du Finistère, du Morbihan et de Loire-Atlantique un questionnaire pour leur demander s'ils estimaient que leur commune était en Bretagne Sud. C'était simple, hein, oui ou non. Hein. Et vous avez donc là sur cette carte, là, on n'a pas eu des réponses de tous, mais c'était assez savoureux hein, de voir que la Bretagne Sud, elle est parfois très loin. Tout ça pour dire que cette dynamique Bretagne Sud, elle s'est notamment illustrée, pour le coup ensuite, par un aspect plus institutionnel, puisqu'il y a eu un forum Bretagne Sud qui a été organisé, c'était en 2016, où on a eu, pour la première fois autour de la même table, tous les présidents des EPCI, donc des intercommunalités, depuis Vannes jusqu'à Quimper, en se disant mais il y a peut-être quelque chose à faire. On a des caractéristiques économiques assez voisines, hein, la place de la construction navale dans notre économie, soit civile, soit militaire. On a la caractéristique touristique, on a
des tensions sur nos marchés immobiliers qui sont assez similaires. Enfin, on a des dynamiques de territoire assez similaires qu'on a vu en début de cet exposé, et de se dire, est-ce qu'on n'a pas des choses à faire ensemble? Alors, aux dernières nouvelles, d'un point de vue politique et institutionnel, on est un peu au point mort. On verra ce qui se passera après les élections. Il y aura des renouvellements politiques très forts. Mais tout ça pour dire que le territoire, il n'est pas forcément donc énoncé institutionnellement, il est aussi évidemment construit par justement les dynamiques économiques, les dynamiques sociales, et que parfois, peut-être que les élus pourraient aussi s'en inspirer. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forte demande, notamment des réseaux d'acteurs économiques, qui pour eux, leur territoire de référence, c'est pas l'agglomération, c'est pas leur agglomération, c'est justement cette vision en réseau dont je parlais tout à l'heure. Et puis, pour terminer, c'est poser plus généralement donc la question, donc, je le disais tout à l'heure, de l'échelle. À quelle échelle les territoires sont-ils les plus inventifs? Je crois qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de modèle, mais il va être intéressant de voir comment les défis actuels, le défi écologique, le défi social, va s'incarner dans les discours et dans les actions qui vont égrener la campagne électorale à venir. Mais très clairement, et c'est passionnant quand on observe aujourd'hui tout ce qui se passe sur les territoires, c'est de voir l'inventivité qu'il y a. Et cette inventivité, elle peut se passer à l'échelle d'une commune, à l'échelle du comité de communes, à l'échelle d'une agglomération. Il y a toutes ces démarches en matière entre guillemets de relocalisation de l'activité économique, toutes ces problématiques qu'on voit aujourd'hui pour dire voilà comment valoriser des activités non délocalisables sur nos territoires, promouvoir les circuits courts, promouvoir donc une définanciarisation aussi des territoires à travers la mise en place de monnaie locale par exemple, le terme d'économie circulaire qui était jusqu'à une dizaine d'années très très peu usité, qui est aujourd'hui largement utilisé, tout ce qui va concerner les recycleries, les filières de recyclage, etc. Comment sur les territoires, c'est aussi, j'étais un petit peu énervée avec les S là, comment on va s'inventer sur les territoires des solutions énergétiques, c'est-à-dire que là aussi comment les communes ou les agglomérations sont des échelles d'implication, comment les collectivités locales sont des échelles d'implication du citoyen, je le disais tout à l'heure. Donc la Bretagne en vrai, c'est la Bretagne que l'on construit dans son quotidien aussi et dans son bassin de vie sociale de référence, qui est mouvant, on l'a dit, mais qui est aussi l'échelle donc d'implication. Donc pour conclure, on l'a dit, on l'a vu, enfin j'espère qu'on l'a vu, une Bretagne très tiraillée. Et puis vous avez peut-être vu passer la semaine dernière une des dernières études de l'INSEE, un travail prospectif sur des scénarios pour la Bretagne en 2040, en disant comment va se recomposer d'ici 20 ans le territoire. Donc vous avez là des taux annuels d'évolution de population estimés, puisque c'est un travail prospectif, sur 4 hypothèses. La première hypothèse qui s'appelle donc le changement climatique structurant, en haut à gauche, c'est de dire, on a là un développement qui va un peu un modèle de développement alternatif qui va se mettre en place avec une agriculture et une industrie qui vont se réorienter, une régulation urbaine qui va se renforcer, donc sous-entendu limitation de la métropolisation rennaise, cette concentration de population dans le grand bassin de Rennes, la relocalisation donc, de certaines activités, sachant aussi qu'on a des populations qui dit réchauffement climatique, on l'a vu cet été, la Bretagne était assez attractive, on n'avait pas trop chaud. C'est aussi un élément possible d'attractivité pour la Bretagne. Deuxième scénario, intitulé Digitalisation et accentuation de la métropolisation. C'est en gros une accentuation des déséquilibres avec le renforcement des fonctions métropolitaines et de la création d'activités autour de Rennes.
et puis du renforcement, là aussi, d'une économie plus résidentielle, notamment sur les littoraux. Ce qui veut dire aussi donc, un déclin de l'industrie, hein, une Bretagne plus exposée aussi aux logiques mondialisées, aux concurrences internationales, et qui mise beaucoup donc, sur cette économie numérique. Le scénario 3, renouveau industriel, où là, on imagine, ou en tout cas, on dessine hein, une région qui va se redynamiser autour de justement ce territoire intermédiaire, de ces villes moyennes, autour de ces universités, hein, comment là aussi, en s'appuyant d'une certaine façon sur le maillage urbain que je citais tout à l'heure, c'est une chance hein, d'avoir toutes ces petites et moyennes villes, comment s'appuyer sur elles. Et puis dans un scénario 4, ralentissement économique, la Bretagne qui subit sa situation périphérique, où finalement il n'y a que le bassin rennais qui s'en sort, et pour le reste, eh bien, on a une perte de population très, très forte, y compris sur les littoraux. Bon. Voilà quatre pistes. En tout cas, et j'en terminerai là-dessus, on est sur si on fait un petit bilan de synthèse, entre guillemets, sur un petit schéma de synthèse, ça c'est une carte qui est tirée d'un atlas de la Bretagne que j'avais réalisé avec Ronan Le Délésir il y a quelques années. Très nettement, on a une Bretagne tiraillée, écartelée, des logiques de développement économique et de concentration démographique périphérique et métropolitaine. Et puis des zones périurbaines élargies, qui vont être extrêmement sensibles, on le disait tout à l'heure, où on trouve à la fois des populations qui font beaucoup de kilomètres tous les jours, mais qui ont des revenus modestes, et donc une zone de fragilisation hein, autour du centre-Bretagne. Et puis le renforcement aussi des échanges avec des métropoles comme Nantes. Donc au final, c'est toute cette question de comment, sur ce territoire mouvant, évolutif, eh bien, on réinvente, on invente ou on réinvente des solidarités sur et entre les territoires bretons. Merci.